Mesdames, Messieurs, on se retrouve au studio avec Dr Imam Khalil. Je vous rappelle, Dr Khalil est maître de conférence à l'Institut de planification nationale. Et justement, sur cette base, je vous pose cette question. Dans quelle mesure croyez-vous que le champ gazier de l'Est méditerranéen, la dernière fois quand on était ensemble, je vous ai demandé s'il s'agissait vraiment d'un vrai champ très important. Vous avez confirmé qu'il était très important. Dans quelle mesure est-ce que cela pourrait-il nous ramener au statu quo ante la révolution de 2011, question devise, réserve en devise? Donc 35 milliards de dollars. Oui, bien sûr. Il faut savoir que l'Égypte maintenant est devenue un pays importateur de produits pétroliers. Donc on paye beaucoup de dollars pour importer tous ces produits, surtout le produit pétrolier. Donc cette découverte, un des plus grands champs au monde, qui va permettre à l'Égypte de devenir un des premiers pays en termes de réserves de gaz naturel au monde. C'est-à-dire nous serons au même niveau que la Russie, le Qatar. Oui, parce que cette zone, il y a beaucoup de gaz naturel, même pour les autres pays. Les Palestiniens de Gaza, Israël, le Liban et la Syrie, si elle demeure. Le champ, pour chance, heureusement, le champ qui était découvert par l'entreprise Eni, l'entreprise italienne, un des plus grands champs de gaz naturel au monde. Et j'ai déjà demandé qu'on doit avoir une industrie au même moment d'extraction. Exactement. Nous devons avoir une industrie de transformation du gaz, de valeur ajoutée pour le produit, parce que quand vous exportez le gaz naturel sans faire liquider à l'état brut. Voilà, exactement. Et ça, c'est beaucoup moins cher. Vous voyez. L'Égypte, est-ce que l'économie nationale égyptienne et l'expertise égyptienne peuvent financer et peuvent créer ce grand projet, je pense peut-être à Port Saïd ou dans le nord de l'Égypte? Oui, c'est exactement ce sera dans la zone du nord d'Égypte, mais pour financer, je crois que c'est pas l'Égypte qui va payer pour ce projet, c'est plutôt l'entreprise pétrolière mondiale, surtout l'entreprise italienne, qui peut par exemple participer avec. Il y a beaucoup de sortes d'accords entre l'entreprise et l'État pour avoir le meilleur contrat avec lequel on peut avoir cette usine, on peut profiter des différences entre le prix de gaz naturel brut et liquidé. Et ça, bien sûr, ça va, on va devenir un pays exportateur de gaz. Et ce type de gaz, on peut utiliser pour avoir plus d'électricité, pour lutter contre la manque de... Les pénuries d'électricité. Voilà, exactement, en Égypte. Et ça, c'est deuxièmement. Donc, tout ça, ça va donner boost de coup pour le budget égyptien pour éviter le quelques milliards de dollars chaque année qui va pour emporter le produit. À votre avis, ça peut nous rapporter combien de milliards? Ça, je n'ai pas une usine de liquéfaction du gaz pour être construite et commencer à être rentable, non, pas rentable, mais produire, prend combien de temps? Quelques années, mais quelques années bien sûr, mais je crois le président a demandé qu'on doit avoir la production dans 2 ans. Ça c'était débrouillé 2 mois. Donc c'était prévu pour 3 ans, mais le président a préféré que l'entreprise... je parle de gaz liquéfié. Non, c'est le gaz brut. Le gaz brut dans 2 ans. Ça, c'est déjà une étape importante. Oui. Deuxième étape, on peut mettre peut-être 4 ou 5 ans maximum pour avoir l'usine assez grande pour, bien sûr, répondre aux besoins du pays importateur de gaz naturel. Ils sont un peu proches, puisqu'il s'agit de l'Europe et de l'Italie aussi. L'Europe et même certains pays, peut-être au Moyen-Orient, peut-être, oui. Au Moyen-Orient, c'est-à-dire les pays... nous, Israël importait du gaz naturel égyptien, mais là, il n'en aura plus besoin, puisque eux aussi ont leur... un autre découverte
qui est heureusement beaucoup moins intéressant que notre découverte, mais qui permettait de faire de l'État, de cet État, d'être indépendant au niveau gazier. Oui, le Liban aussi a cette possibilité-là. Le Liban, moi je m'intéresse beaucoup pour l'économie libanaise avec tout le respect, parce que c'est une économie de guerre aussi, donc je ne mets pas beaucoup d'accent sur l'activité là-bas, car il y a toujours des conflits, comme vous voyez, entre Hezbollah et les autres partis. Donc, c'est plutôt les pays, je vais dire, par exemple, des pays comme la Tunisie, par exemple, le pays proche de l'autre côté, le pays peut-être comme Maroc, importer de gaz naturel. Mais l'Algérie, c'est un grand exportateur et producteur de gaz naturel, bien sûr. Bien, on avait parlé du système des dépôts bancaires. Vous avez quelque chose à redire? Nous en avions parlé avec docteur... je crois, tout d'abord, vous avez demandé pourquoi il y avait de certaines contraintes ou restrictions pour les dépots de... Oui. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'était pour éviter la finance qui vient de l'étranger, pour certains types de gens ou des associations qui sont pas acceptées, exactement, qui sont pas acceptées en Égypte. D'accord, donc voilà. Donc c'était ça. Maintenant, peut-être l'État a beaucoup plus de contrôle sur ce type de finances, donc elle a permis pour tout le monde maintenant de mettre leur... L'État n'avait pas de contrôle sur ce financement? Non, peut-être c'était une période critique, peut-être il y a plus de désordre dans cette époque. Maintenant, peut-être ils ont le moyen de contrôler plus, mais il faut savoir que vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle somme d'argent dans la banque sans vérifier les ressources de cette somme. C'est-à-dire offrir le dépôt pour tout le monde, d'accord, c'est bien, mais il faut quand même avoir de justifier les ressources. En France, bien sûr. On ne peut pas mettre, donc en un jour 10 000 euros, voilà, exactement. Du moins à la caisse d'épargne. Oui, exactement. Ils vous demandent oui, ou alors, et puis comme on peut sortir avec une somme d'un pays, mais pour entrer en France, si on entre avec plus de 10 000 euros, même il faut les déclarer. C'est la même chose. Même pour sortir aussi, il faut les déclarer. Si vous voulez porter plus de 10 000 euros, il faut signaler ça vers les douanes, sinon c'est une grande faute. Ouais. Et ici aussi, c'est équivalent de 10 000 dollars. Moi, un peu de 10 000 dollars, donc peut-être 9 000 euros. On peut dire 9 000 euros. Voilà, exactement. Mais je suis pour une autre chose que vous avez parlé, c'est question de liquidité dans le marché égyptien. Je vois par exemple certaines personnes qui veulent acheter une voiture avec une somme d'argent en liquide. Ça, on le trouve pas dans l'économie européenne ni américaine, parce que l'État a mis le main sur toutes l'échange. Cette opération doit être vérifiée par l'État. Et ça, c'est le rôle des impôts et de certaines institutions. Ici, les Égyptiens ne sont pas bancarisés. Exactement. Et ça, c'est le rôle des banques centrales, le rôle du ministère des Finances, le rôle de certains ministères d'économie pour obliger les gens de déclarer les ressources et de l'argent et pour bien sûr organiser ce système d'échange entre... je ne peux pas aller en Europe par exemple et acheter une voiture avec 15 000 d'euros sans avoir la justifier les ressources de... Oui, quand on dépose en Égypte, il faut faire la même chose pour... Est-ce que les Égyptiens ne sont pas un peu réticents? Je connais des gens qui n'ont commencé à accepter d'avoir une carte de crédit que sous pour le salaire. Pour le salaire. Ou alors carrément parce qu'ils sont obligés d'avoir le salaire. Mais sinon, on a besoin plus de règles pour organiser ce type d'échange. Parce que cette transaction en Europe,
vos billets pour cette transaction. C'est-à-dire, je vais dans un café en Europe, je prends un café, le café ça coûte 1,50 € par exemple, il y a environ 20 centimes qui va directement pour l'État en termes de valeur ajoutée, si vous voulez, TVA, si vous voulez. TVA, oui. En Égypte, on n'a pas encore le TVA, mais il faut avoir ce type, ce système pour savoir les ressources des chèques individu, chaque entreprise. Voilà, exactement. Et ça, on peut généraliser pour les médecins, pour les avocats. Il y a certaines personnes maintenant qui vont chez le médecin, ils payent 250, on peut dire même 1000 livres égyptiens pour une visite. Vous voyez. Et fin d'année, le médecin, il paye... une bagatelle d'impôt. Exactement. Donc, j'ai déjà parlé avec des gens du ministère des Finances pour voir un système pour éviter tout ça. Et on peut avoir beaucoup de ressources pour notre budget si on a un système informatique qui permet de fiable tout et ça. Efficace. Exactement. Merci beaucoup, docteur Imam Khalil. Vous êtes maître de conférence à l'Institut de planification nationale. Merci d'avoir bien voulu venir ici. Merci également à vous, mesdames, messieurs, pour votre participation à travers le petit écran. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce même programme, mais avec une autre équipe. Excellent week-end et à bientôt.